Bien. Alors donc, comme je disais, donc le séminaire de la journée concerne euh, les architectures distribuées basées sur les microservices. Donc principalement, on va beaucoup se baser sur des concepts qui sont liés à cette approche et également la mise en œuvre. Alors sauf que pour la mise en œuvre, donc j'aurai plus à vous faire des démonstrations et je crois que en fait, vous n'aurez pas le temps vous-même de pratiquer ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire par la suite. Alors, en fait, en fait, on va dire le cours ou toutes les démonstrations et le séminaire, donc je vais l'enregistrer en format vidéo. Donc, ça va vous permettre, en tout cas, pour ceux qui ont un petit peu des petites choses qui ne vont pas peut-être capter maintenant, ça serait bien de revenir par la suite. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses, j'imagine que ça suppose que vous connaissez pas mal de choses, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, donc vous aurez l'occasion donc, de réécouter tout ça. Alors, comme le plan, comme vous l'avez déjà reçu, donc principalement, donc, il y a l'architecture d'une application monolithique. Donc, on va essayer de voir d'abord quelle est l'approche monolithique par rapport aux microservices, les caractéristiques, quels sont les problèmes qui sont posés. Et comme ça, on va essayer de justifier donc, pourquoi il faut adopter, donc dans quel contexte il faut adopter l'approche basée sur les microservices. Et principalement, donc, on va voir les concepts de base des microservices, également les caractéristiques qui sont liées aux microservices, les modèles de communication des microservices, modèles de communication synchrone, asynchrone, donc tout ça on va en parler. Et surtout, on va essayer de voir comment faire l'orchestration des services, parce qu'en fait, euh, dans l'approche microservice, il s'agit de développer un ensemble de petites applications distribuées, mais à un moment donné, alors comment faire cette orchestration, comment regrouper tous ces microservices pour qu'ils constituent la même application. Et après, la mise en œuvre. Donc, pour mettre en œuvre, pour développer des applications basées sur les microservices, donc, je vous propose en fait une implémentation basée sur la technologie Spring, notamment Spring Boot et Spring Cloud. Et je vais vous faire une démonstration pour vous montrer d'abord comment développer un microservice multiconnecteur, c'est-à-dire un microservice qui est capable de communiquer avec d'autres microservices en utilisant plusieurs protocoles de communication. Et après, donc, on va essayer de voir comment mettre en œuvre une architecture basée sur les microservices, c'est-à-dire avec Spring Cloud. L'après-midi, donc principalement cette partie-là qui est une partie importante, c'est la sécurité des architectures basées sur les microservices. Donc je vais vous parler donc comment sécuriser, quelles sont les techniques utilisées, notamment en utilisant l'approche, en fait, la technologie JSON Web Token qui va être implémentée. Et à la fin, je vais vous parler brièvement, si vous voulez développer la partie front-end, parce qu'en fait, quand vous parlez microservices, ça constitue la partie back-end de l'application, mais pour les utilisateurs, il faut leur développer des interfaces, des applications web, des applications mobiles, et principalement, donc, ce que je vous recommande, donc, c'est d'utiliser donc pour les applications web, il y a le framework Angular qui constitue l'un des meilleurs choix qui sont utilisés aujourd'hui. Et pour les applications mobiles, utiliser donc le framework Ionic pour développer des applications mobiles hybrides. Alors, sachant que pour les projets de développement web, on ne fait plus la distinction entre les applications web et les applications mobiles. On parle applications web et mobile. Donc, plutôt, aujourd'hui, on est dans l'approche mobile first, c'est-à-dire il faut d'abord penser mobile. Quelles sont les différentes fonctionnalités qui vont être disponibles dans les applications mobiles? Et après, par la suite, quelles sont les fonctionnalités que vous pouvez mettre d'une manière générale sur l'application web? Alors, d'abord, avant de vous parler des petits détails, d'abord un petit rappel sur c'est quoi une application monolithique. Alors, une application monolithique, c'est une application qui est développée en un seul bloc. C'est-à-dire pour un problème donné, quelle que soit sa dimension, vous allez développer une seule application. Alors, quand vous avez une grande application et qui permet de faire beaucoup de choses, de manière générale, quand c'est par exemple, si vous développez une application pour l'université dans laquelle vous faites la gestion des inscriptions, la gestion des emplois du temps, la gestion des notes, je ne sais pas. Donc, si vous regroupez tout dans une seule application, alors c'est que vous avez une grande application. Alors, généralement, ce genre d'application,
c'est ce que nous appelons des applications monolithiques. C'est un seul bloc. Alors généralement, si je travaille dans le cas d'une architecture basée sur J2E, une application monolithique, donc je vais vous parler globalement de son architecture. Après, je vais vous parler des inconvénients, quelles sont les limites, quels sont les problèmes qui sont posés. Et comme ça, donc, je vais faire une transition vers la notion de microservices et comment les utiliser. Alors d'abord, dans une application monolithique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble de composantes. Alors principalement, il y a d'abord quelque chose qui est important pour les systèmes d'information, ça vous le savez, c'est le système de gestion de base de données utilisé pour stocker les données de l'application. Alors généralement, dans les applications monolithiques, on a besoin de faire un choix. Quel système de gestion de base de données qu'on va utiliser pour stocker les données? Et à ce niveau-là, traditionnellement, dans la majorité des cas, on utilise les systèmes de gestion de base de données relationnels. C'est-à-dire que les données sont stockées dans des tables et les tables sont liées par des relations à travers ce concept clé primaire, clé étrangère. Il y a l'intégrité référentielle, il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau des systèmes de gestion de base de données relationnels. Mais sauf que depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là. C'est que si vous voulez vraiment maintenant créer un système d'information moderne, il faudrait intégrer les nouvelles dimensions technologiques. Alors quand vous avez des applications, vous avez des applications où les utilisateurs peuvent produire des contenus à travers des applications web, plutôt au mobile. Alors quand vous avez, par exemple, si vous décidez pour l'université de développer des applications qui vont être utilisées par des étudiants, et les étudiants ont le droit d'envoyer des informations, c'est-à-dire de produire des contenus. C'est par exemple des applications de messagerie comme par exemple WhatsApp ou encore Facebook, où les utilisateurs, ce sont les producteurs de contenu. Alors quand vous avez un grand nombre d'utilisateurs qui produisent du contenu, à un moment donné, il faudrait repenser la stratégie de stockage. Parce que quand la quantité de données manipulées par le système d'information devient énorme, dépasse une capacité, généralement, on a besoin en fait, les systèmes de gestion de base de données relationnelles donc atteignent leurs limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les systèmes de gestion de base de données relationnelles quand la quantité de données devient très importante. Alors, c'est la raison pour laquelle, généralement, les entreprises ou bien les gens qui sont spécialisés dans le domaine ont recours à d'autres systèmes de stockage, comme par exemple les bases de données non SQL. Donc pour vous, peut-être dans votre structure, vous utilisez Oracle comme SGBD relationnel, n'est-ce pas? D'autres systèmes de gestion de base de données non SQL, on peut citer par exemple MongoDB, Cassandra. Donc il y a tout un tas de systèmes de stockage qui sont faits pour stocker les données, mais quand il s'agit de la notion du big data. Donc, quand vous êtes dans des grandes quantités de données, forcément, il faut choisir donc un système de stockage. Alors, juste quand vous utilisez par exemple MongoDB, donc NoSQL, ça veut dire Not Only SQL. C'est le concept. Dans les bases de données NoSQL, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, finalement, les enregistrements que vous stockez dans des tables, chaque enregistrement, il devient ce qu'on appelle un document. Un document qui est écrit généralement en format JSON. Et chaque document, qui est un enregistrement, il est enregistré quelque part dans une machine. C'est-à-dire, en fin de compte, une seule machine n'est pas suffisante pour stocker toute la capacité des données. Donc, donc, vous êtes dans une approche qui est complètement différente. Chaque enregistrement, chaque document, il est enregistré quelque part dans un nœud d'une machine. Donc, quand vous avez une grande quantité de machines qui sont utilisées pour le stockage, donc la notion de relation n'existe plus. C'est-à-dire telle qu'elle est vécue dans les bases de données relationnelles, c'est la notion de relation, les règles d'intégrité référentielle. Donc c'est quelque chose qui vont être supprimées. Alors juste au niveau de ce point-là, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Pourquoi quand la quantité de données devient trop importante, les bases de données relationnelles sont moins performantes? Principalement, c'est à cause en fait, de deux choses. La première, c'est d'abord la relation entre les tables, les jointures. Et quand vous appliquez des jointures, vous appliquez les règles d'intégrité référentielle. Et quand vous appliquez les règles d'intégrité référentielle, ce qui fait à chaque fois que vous faites une opération dans une table,
le moteur de base de données, il doit faire des vérifications dans les autres tables pour garantir l'intégrité des données. Alors, principalement, vous dites, je veux supprimer une facture. Alors, supprimer une facture, ça veut dire que lui, il doit vérifier s'il n'y a pas des clients, je ne peux pas supprimer je peux pas supprimer un client alors qu'il y a des factures pour ce client. Donc, les règles d'intégrité référentielle, donc, ils vont empêcher, par exemple, ce genre d'opération. Ben, du coup, donc, dans les bases de données relationnelles, le moteur de base de données, il fait quelque chose de très important que vous ne voyez pas souvent. C'est justement ces vérifications entre les différentes relations, entre les enregistrements, pour garantir c'est-à-dire cette cohérence de données. Donc l'intégrité référentielle, en fait, c'est une règle qui est pratiquée dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Alors la deuxième caractéristique, c'est que dans les bases de données relationnelles, on ne tolère pas la redondance de données. C'est normal. C'est-à-dire que si vous avez stocké une information dans une table, il ne faudrait plus la restocker une deuxième fois dans une autre table parce que justement, il y a cette notion de relation. Alors que quand on est dans les bases de données, en fait, quand on est dans le concept Big Data ou bien les bases de données, par exemple, NoSQL, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tolérer d'abord, premièrement, on va supprimer la notion de relation et l'intégrité référentielle, parce qu'on ne peut pas le faire. Parce que si vous voulez garder l'intégrité référentielle et les relations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une opération dans un document, il faut vérifier parmi des milliards d'enregistrements, est-ce qu'il y a cette cohérence de données? C'est impossible. Donc, quand vous avez une grande quantité, le moteur ne peut pas faire ces vérifications. Donc, d'abord, cette intégrité il va être oubliée, et la relation. La deuxième des choses, c'est que dans les bases de données NoSQL, on va tolérer la redondance de données. Alors, quelque chose qui est plutôt pas permis dans les bases de données relationnelles. Dans les bases de données NoSQL, tout simplement, on va tolérer. C'est-à-dire quoi? Je vous donne juste un exemple. Par exemple, pour enregistrer une facture d'un client. Alors, pour enregistrer une facture d'un client, donc dans une base de données relationnelle, principalement, vous enregistrez d'abord le client dans la table client. Et après, à chaque fois que vous enregistrez une facture du client, vous enregistrez le numéro de la facture, la date facture, le montant. Et après, vous enregistrez le numéro du client, c'est-à-dire la clé étrangère, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le client, il est déjà enregistré. Alors, par exemple, dans les bases de données NoSQL, pour enregistrer une facture, je peux enregistrer le numéro de la facture, le nom plutôt le montant, la date. J'enregistre le code client, le nom du client, l'adresse client dans le même document. C'est-à-dire que je l'enregistre dans le document facture. Et peut-être si j'ai besoin d'enregistrer une autre facture pour le même client, je vais encore enregistrer le numéro de la facture, la date, le montant, le code client, le nom du client et l'adresse. Bon, ça c'est quoi ça? C'est de la redondance de données. C'est-à-dire dans le concept du Big Data, la redondance de données, elle est permis. Pourquoi il est permis? Parce que quand je vais consulter une facture, je vais directement vers la machine où se trouve la facture, je vais la charger. Je n'ai pas besoin de parcourir un tas de relations pour pouvoir reconstruire cette information. Alors ça, c'est juste entre parenthèses. Alors cette partie-là, c'est vraiment pas l'objectif de la formation, mais c'est une composante qui est très importante, c'est qu'il ne faut plus voir votre SGBD comme étant un seul serveur de base de données, mais dans le cas d'une grande quantité de données, c'est-à-dire si vous êtes dans un contexte où la quantité de données qui vont être manipulées devient énorme, il faudrait repenser la manière de stocker les données. Donc vous allez passer peut-être à d'autres systèmes de stockage. Mais dans la majorité des cas, on reste toujours dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. C'est-à-dire, ça c'est la réalité, mais pour des projets souvent qui nécessitent de passer vers une dimension plus importante, on va faire appel à des bases de données, par exemple NoSQL. C'est bon? Ça c'est le premier point de l'architecture. Donc après, vous avez un serveur d'application. C'est-à-dire c'est le serveur qui va être utilisé pour déployer l'application de l'entreprise, ou bien de l'application à développer. Alors dans le cas d'une architecture basée sur, par exemple, J2E, en fait, il existe deux solutions. Donc j'avais déjà l'occasion de vous parler de ces solutions dans la formation passée. C'est que soit vous utilisez, en fait, quand vous utilisez un serveur d'application, il faut utiliser un framework qui permet de faire ce que nous avons d'ailleurs appelé l'inversion de contrôle. Alors, dans l'architecture J2E, il existe deux solutions. Soit Spring, c'est une des solutions utilisées. Il y a Spring, c'est
un framework qui est généralement, justement, c'est le framework que je vais vous montrer pour pouvoir mettre en œuvre les applications, ou bien utiliser donc la technologie EGB qui fait partie des spécifications J2E qui sont intégrées au serveur d'application J2E. Alors, autrement dit, donc, par exemple, faire un choix. Vous dites, est-ce qu'on va utiliser un serveur d'application comme par exemple Glassfish, ou WebSphere, WebLogic, JBoss? Ça, c'est des serveurs d'application. Alors, si vous utilisez des serveurs d'application que je viens de citer, alors implicitement, vous devrez savoir que dans ces serveurs d'application, il y a déjà des frameworks, il y a un tas de frameworks qui sont déjà intégrés dans le serveur d'application, et parmi lesquels donc, il y a la technologie EGB qui va vous permettre d'implémenter une application J2E. Ou tout simplement, vous dites, je ne veux pas utiliser donc, ces serveurs d'application, je veux juste utiliser un simple conteneur web, par exemple comme Tomcat, et dans ce cas-là, vous allez finalement, qu'est-ce qui va rendre Tomcat comme étant un serveur d'application? C'est utiliser avec Spring Framework qui va se charger d'être, si vous voulez, le framework qui va assurer l'inversion de contrôle. Alors, dans notre cas, dans le cas d'ailleurs, la formation qu'on avait fait la dernière fois, il est principalement basé sur Spring, donc on va toujours continuer dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que pour nous, notre serveur d'application, c'est quoi? C'est Tomcat plus Spring. Tomcat, il va jouer le rôle de conteneur web, serveur web, et Spring, c'est le framework qui va me faciliter la vie, on va dire. C'est le framework qui va faire ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. Alors, l'application maintenant. Donc, vous avez un serveur d'application. Alors, si vous travaillez par exemple avec la technologie PHP, forcément, le serveur d'application, donc il y a un serveur web qui est Apache, et après, il y a un framework. Alors, si vous utilisez par exemple Symfony comme framework, donc c'est lui qui va se charger de faire ce principe de l'inversion de contrôle. Ça peut être par exemple Zend Framework, ça peut être Laravel. Donc, l'essentiel, c'est que principalement, il y a toujours un serveur web plus un framework qui fait le principe de l'inversion de contrôle. Alors, pour les gens qui travaillent avec l'architecture .NET, donc le serveur d'application, c'est 2IS, Internet Information Server, et qui est lié, et le framework, c'est quoi? C'est .NET. Alors, dans le cas de la technologie Microsoft, le framework .NET, il assure ce principe. Alors, maintenant, l'application elle-même. Alors, l'application, pour plein de raisons, l'application, pour développer l'application, l'application se compose d'un ensemble de couches, de petites briques, si vous voulez. Alors, la partie la plus importante d'une application, généralement, c'est la couche métier, dans laquelle, en fait, dans la couche métier, on va implémenter les spécifications fonctionnelles. Alors, tous les traitements offerts par l'application, ils sont disponibles dans ce qu'on appelle la couche métier. Et parfois, on l'appelle couche service. Donc, c'est juste métier-service, donc c'est pareil. Donc, la couche métier, c'est la partie dans laquelle on va trouver tous les traitements. Et quand on développe la couche métier, généralement, on utilise l'approche orientée objet. Et du coup, donc, le premier problème technique, généralement, qui doit être résolu, c'est que vous avez une application orientée objet, alors que vous avez une base de données relationnelle. Alors, si vous avez une application orientée objet et une base de données relationnelle, ça veut dire qu'il nous faut faire la correspondance entre les données relationnelles avec les objets. Mais du coup, donc, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Mais du coup, donc, vous aurez besoin d'utiliser une couche DAO. Alors, en fait, la couche DAO, c'est la partie qui va tout simplement se charger de tout ce qui est l'accès aux bases de données. Parce qu'en fait, cette couche-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers la base de données, elle va chercher des données qui sont généralement en format relationnel. Et après ces données-là, il va les transformer dans des objets. C'est-à-dire tout simplement récupérer des enregistrements à partir des tables qui vont devenir des objets de l'application. Alors cette opération, donc, c'est juste pour vous rappeler, c'est ce que nous appelons le mapping objet relationnel. Alors comme le mapping objet relationnel, c'est un problème technique. Généralement, il ne faut pas passer beaucoup de temps. On a déjà montré avec GPA, Hibernate et Spring Data. Généralement, c'est quelque chose qui est déjà presque donné. Donc, on peut facilement faire le mapping objet relationnel si vous utilisez des frameworks qui sont convenables. C'est pour cela que, par exemple, dans notre cas J2E, donc, il y a GPA, Hibernate, Spring Data. Tout à l'heure, donc, quand je vais vous faire des démonstrations, ces couches-là, c'est-à-dire ces frameworks, sont utilisés justement pour simplifier cette opération. Ça va? Alors, s'il y a des questions, bien sûr,
S'il y a des questions, vous les posez. Alors, je ne suis pas encore rentré dans la partie microservices, mais je suis en train juste de vous rappeler la composition d'une application monolithique. Alors, pour peut-être ceux qui ont suivi déjà la formation de la dernière fois, j'ai déjà fait un petit peu une reprise d'une autre manière. Mais en tout cas, donc, ça fait toujours rafraîchir les éléments. Alors, mais par contre, si les données sont stockées dans une base de données orientée document, par exemple MongoDB, c'est-à-dire les données ne sont pas relationnelles. On ne va plus faire le mapping objet relationnel, mais on va faire le mapping objet document. Si les données sont stockées dans des fichiers XML, on va faire le mapping objet XML. Alors, donc, ce qui fait ici, donc, cette couche DAO, généralement, elle est faite pour faire cette opération de mapping entre les données en fonction de la manière avec laquelle ils sont stockés et bien sûr les objets. Voilà. Alors après, par la suite, donc, il y a la couche métier et la couche DAO. Alors, sauf que pour une application monolithique, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, c'est parce que c'est une grande application, vous avez une grande couche métier. C'est-à-dire, dans la couche métier, il y a des centaines et des milliers de classes que vous allez créer. C'est énorme. C'est une grande couche métier. Parce que vous voulez implémenter toutes les spécifications fonctionnelles du problème, vous voulez les implémenter dans la même application. Et du coup, donc, vous avez une grande couche métier. Et la même chose, vous allez avoir une grande couche DAO. Ça veut dire que vous allez passer beaucoup de temps à développer la couche DAO et vous allez passer beaucoup de temps à développer la couche métier. Parce que c'est une grande application. Et après, par la suite, vous passez à développer donc, la partie web de l'application, par exemple la couche web. Et dans ce cas-là, la même chose, dans la couche web, il faut utiliser un framework qui permet donc d'implémenter les applications web. Par exemple, dans notre cas, on a déjà utilisé Spring MVC pour la partie web de l'application. Ça peut être des frameworks comme GSF, comme Struts, comme par exemple. En fait, dans .NET, il y a l'ASP.NET, etc. Donc, l'essentiel, c'est que dans la couche web, il faut également utiliser un framework qui permet de faciliter la création de la couche web de l'application. Mais également, en principe, ça, si vous développez la couche web de l'application, dans les applications web, en fait, il y a deux types d'applications web. Il y a ce qu'on appelle les applications web MVC côté serveur, MVC server-side, côté serveur. Et après, il y a les applications web MVC côté client, client-side. Alors, la différence, c'est quoi en fait? C'est que dans une application MVC côté serveur, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que le client envoie une requête HTTP. Alors, généralement, quand on clique sur un bouton, un lien, on saisit des données. On envoie une requête HTTP vers le serveur. Et après, au niveau de... c'est la couche web qui va recevoir cette requête. Ben, la couche web elle-même, elle va faire appel à la couche métier pour effectuer des traitements. La couche métier elle-même, elle va s'appuyer sur la couche DAO parce qu'on a besoin de récupérer des données. Donc, on va vers la base, on récupère des données. Ces données-là, elles deviennent des objets. Peut-être là, vous avez des données relationnelles. Après, elles deviennent des objets. Donc, on a ici des objets. Et après, ces données-là, on va les envoyer au client, mais au format HTML. Donc, c'est-à-dire, dans l'approche MVC côté serveur, le client envoie une requête, mais au final, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des codes HTML. Ça veut dire que le client ne fait aucun traitement. C'est-à-dire, l'application cliente, tout ce qu'il fait, il envoie la requête, il reçoit des données qui sont déjà formatées. Ben, le navigateur, il n'a qu'à afficher les données. Alors, ça, c'est l'approche classique des applications web, on va dire, des années 2000 jusqu'à 2014, comme ça, 2010. Mais à partir de 2010, généralement, l'approche est là plutôt pour développer des applications web de qualité. Donc, en principe, vous allez d'ailleurs le découvrir, c'est que dans la majorité des cas, on va faire appel à des applications MVC côté client. Alors, dans l'approche MVC côté client, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va développer des web services. Donc, la notion de web service, il va être présente. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples. On va développer des web services basés sur, par exemple, l'API REST. L'idée, c'est quoi ce web service basé sur le protocole REST? C'est que le client, lui, il envoie une requête HTTP. Et quand
il envoie une requête HTTP, finalement, c'est le web service qui va recevoir cette requête HTTP. Le web service, il va faire appel à la couche mythique comme tout à l'heure. Il fait les traitements, il récupère des données. Mais ces données-là, on ne va pas les envoyer au format HTML. Ben, on va les envoyer généralement dans un format comme le format JSON. En fait, il existe des formats de structure de données comme XML et le format JSON. Alors, le format le plus utilisé généralement, c'est le format JSON. JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Alors, ces données-là, quand il arrive côté client, on a besoin de les afficher au format HTML. Donc, finalement, c'est au niveau du client qu'on va recevoir des données au format JSON, qu'on va essayer de formater en format HTML. C'est-à-dire que ces données-là, format JSON, ils vont être transformés en HTML et après, par la suite, ils vont être affichés. Ça veut dire que les deux approches, c'est quoi? Dans l'approche MVC côté serveur, moi, en tant que navigateur, j'envoie la requête, je reçois du HTML. Bon, donc, je n'ai pas à faire des traitements. J'affiche. Alors, dans MVC côté client, qu'est-ce que je fais? J'envoie la requête, je reçois les résultats, mais en format XML ou bien JSON. Mais après, c'est à moi de prendre ces données-là et de les afficher au format HTML. C'est-à-dire la transformation en format HTML, ça se fait chez le client. Alors, dans ce cas-là, on a besoin, de côté client, d'utiliser des frameworks JavaScript. Alors, parmi les frameworks qui sont connus, qui sont utilisés, principalement, il y a Angular, notamment. React.js, jQuery, donc c'est une bibliothèque que vous connaissez également, généralement qui est utilisée pour plein de choses. Ça veut dire que quand on est dans une approche MVC côté client, c'est que dans un projet, vous avez deux parties. Vous avez ce qu'on appelle la partie back-end et la partie front-end. La partie back-end, c'est cette partie-là qui va se trouver côté serveur. C'est généralement la partie qui va s'occuper de tous les traitements d'application. Et la partie front-end, c'est la partie dans laquelle on n'a que la partie les IHM. C'est-à-dire, dans cette partie-là, on va utiliser un framework JavaScript qui va nous permettre d'envoyer des requêtes, de recevoir des résultats et après d'afficher ces résultats-là dans un format comme le format HTML. Alors, c'est quoi l'avantage d'utiliser donc l'approche MVC côté client? C'est que si c'est une application web, ben, tout simplement, vous envoyez la requête, vous récupérez les données JSON et après vous les affichez au format HTML. Si c'est une application mobile, c'est toujours le même web service qui va être utilisé. Pour une application mobile, il envoie la requête HTTP, il récupère également des données format JSON. Et après, bon, l'application mobile, il va les afficher. C'est une autre partie de l'application, parce qu'en fait, il se peut que une partie de cette application, c'est une application distribuée. C'est-à-dire, il y a une autre partie d'une application qui peut être, par exemple, une application encore développée avec PHP ou Java, ou je ne sais pas, une partie de l'application. Alors, dans ce cas-là, la même chose. Donc, le fait que l'accès à l'application se fait via un web service, d'une manière générale, c'est plus souple que si vous accédez à l'application via, si vous voulez, donc, le principe HTTP, HTML. Alors, tout ça, mais pour voir, si vous voulez, l'intérêt, tout à l'heure, donc, on va essayer donc, de voir un petit peu comment faire ça. Alors, donc, il y a la notion du web service. Alors, bien sûr, pour les gens qui ont déjà... merci. Alors, pour les gens qui se sont déjà intéressés au concept du web service, vous devrez savoir qu'il y a deux types de web services. Il y a les web services qui sont basés sur ce qu'on appelle le protocole SOAP, Simple Object Access Protocol, principalement qui est basé sur la technologie XML. C'est-à-dire quand on utilise des web services basés sur SOAP, finalement, le client, quand il envoie une requête HTTP, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le résultat, mais au format XML. Principalement XML. Mais le problème de la technologie XML, c'est lourd. C'est verbeux. Si vous regardez un message XML, vous allez trouver il y a beaucoup de balises, beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous comparez un message au format JSON et un message au format XML, vous allez remarquer que le message au format XML, ça prend beaucoup d'espace. Alors c'est la raison pour laquelle, généralement, dans la majorité des cas, on va essayer d'éviter d'utiliser le XML et plutôt on va opter pour le format JSON. Donc ça c'est très utile, c'est très pratique pour les applications. C'est bon? Alors ça c'est en quelque sorte alors sans encore aller dans les détails. Maintenant, ce que vous devrez retenir dans cette partie-là,
peut-être pour moi, ce que je viens de vous faire, c'est un petit rappel de la formation passée. Parce qu'on fait tout ça pour le mettre en œuvre. On a dû passer pour chaque partie, si vous voulez, pour les gens qui n'ont pas assisté la formation passée, l'année dernière, c'est que pour chaque couche, on a travaillé sur ça, GPA, Hibernate, Spring Data, on a travaillé sur cette partie-là, sur la couche métier, donc on a un petit peu implémenté. Mais tout ça, c'est en quelque sorte des petits rappels. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ici, pour cette formation, alors, quels sont les inconvénients des applications monolithiques? Maintenant, si vous décidez de développer une application en un seul bloc, une application monolithique, c'est une grande application qui est développée en un seul bloc. Et quand vous dites en un seul bloc, ça veut dire quoi? Vous allez avoir une grande couche métier, une grande couche DAO, une grande couche web. Alors maintenant, si vous cherchez les problèmes qui sont posés c'est-à-dire dans ce genre d'application, alors les principaux problèmes des applications monolithiques sont les suivants. D'abord, le problème principal, c'est que ces applications centralisent tous les besoins fonctionnels. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous centralisez tous les besoins fonctionnels de toute une entreprise ou bien de tout un problème dans une seule application? Ce qui se passe, c'est que généralement, quand il y a un module qui bloque, il y a une fonctionnalité qui bloque, c'est toute l'application qui va bloquer. Alors, vous voulez inscrire les étudiants, vous avez le module qui s'occupe de la gestion des notes, je ne sais pas, qui est lié à ce module qui est bloqué, après ça va bloquer le tout, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un grand problème. C'est-à-dire, vous avez une application monolithique, il suffit d'une fonctionnalité qui ne marche pas et qui bloque, ça va bloquer toute l'application. Ce qui va, forcément, c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que, généralement, on n'a pas besoin de redémarrer l'application, de refaire tout, parce que tout simplement, il y a une seule fonctionnalité qui présente des problèmes. La deuxième contrainte, le deuxième problème des applications monolithiques, c'est qu'elles sont réalisées généralement avec la même technologie. C'est-à-dire que dans l'approche monolithique, vous êtes dans une entreprise, vous avez 50 personnes ou bien 20 personnes qui sont des développeurs. Et après, quand vous êtes dans l'approche monolithique, le premier problème à faire, c'est il faut choisir quelle est la technologie qu'on va utiliser. J2E, .NET, PHP. Et quand on fait le choix, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous avez 20 personnes, tout le monde devrait se mettre sur la même technologie, c'est-à-dire utiliser les mêmes frameworks, utiliser les mêmes technologies pour développer l'application. Alors c'est bien dommage, pourquoi? Parce que dans l'équipe, dans les développeurs, il y en a ceux qui ont déjà fait des expériences dans PHP, il y en a d'autres qui ont beaucoup d'expérience dans J2E, il y en a d'autres qui ont d'expérience dans, je sais pas, dans Python ou dans d'autres langages de programmation. Et du coup, donc, avec l'approche monolithique, c'est comme si vous êtes en train en quelque sorte de faire, il y a du gâchis. C'est-à-dire, vous avez des compétences, vous leur dites, oui, je sais que tu maîtrises J2E, mais je vais te faire une formation sur .NET parce qu'on va développer avec .NET. Mais moi, j'ai passé 15 ans à développer avec J2E. Hein? Donc, en quelque sorte, c'est problématique. Le fait de ramener tout un grand problème à une seule technologie, généralement, c'est déjà une grande contrainte. Alors que nous allons voir dans l'approche microservice, généralement, l'idée, c'est de ne pas tomber sur ce genre de problème. Alors, le deuxième problème, enfin, la troisième contrainte, c'est au niveau de la maintenance. Chaque modification nécessite ce qu'on appelle de tester les régressions. Ça veut dire quoi? C'est parce que vous avez une grande application, ça veut dire que vous avez des centaines de classes et de fichiers. À chaque fois que vous faites une modification pour une raison de maintenance dans une interface ou bien dans une classe, automatiquement, ça va entraîner des problèmes dans d'autres parties de l'application. Ça veut dire que vous modifiez une classe, ça entraîne des problèmes, ce qu'on appelle de régression. C'est-à-dire le problème, c'est un problème de régression vers les autres parties de l'application. Donc, au niveau de la maintenance, à chaque fois que vous faites une modification dans une classe, il faudrait rejouer tous les tests unitaires du projet. Ici, dans votre application, vous n'avez pas développé les tests unitaires pour chaque classe, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que vous n'aurez aucune idée, vous avez fait des modifications pour vous, vous avez réglé le problème, vous faites exécuter l'application, à un moment donné, il y a des surprises. Hein. Vous voyez, donc il y a un problème qui a été engendré par votre modification que vous n'avez pas vécu. Donc si dans l'application, on n'a pas développé les tests unitaires, généralement, faire
maintenir une application monolithique, c'est très compliqué. La même chose, donc, pour chaque modification, il faut la redéployer. Ça, c'est encore un problème. À chaque fois que je fais une modification, il faut régénérer l'application, il faut la redéployer. Et quand vous dites redéployer, ça veut dire qu'il faut arrêter l'application. C'est-à-dire, à un moment donné, la production va s'arrêter. Parce que vous savez, parfois, il y a des applications, parfois, on n'a pas le droit de l'arrêter. Vous n'avez qu'à aller dans des domaines comme le domaine de la finance ou des domaines qui sont trop sensibles. Si vous voulez arrêter une application, ça coûte trop cher. Parce qu'il y a des contrats, en plus, vous ne pouvez pas dire je vais l'arrêter à 2 heures du matin. Parce que chez vous, 2 heures du matin, mais au Japon, je ne sais pas où, c'est 8 heures. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas la peine de chercher un créneau là où il n'y aura pas. Parce que vous êtes dans un système qui sont connectés, donc on n'a pas le droit d'arrêter quand on veut, etc. Bon, je suppose pour vous, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est juste pour vous donner une dimension. Parfois, dans les vacances, on peut se permettre d'arrêter tout. Bon, alors, l'autre problème, donc, les applications monolithiques, d'une manière générale, c'est des applications qui sont difficiles à faire évoluer au niveau fonctionnel. C'est encore pire, c'est que si vous décidez d'ajouter une nouvelle fonctionnalité dans une application monolithique, parfois ça va modifier beaucoup de choses dans l'application. Vous allez commencer à ouvrir tout un chantier. Et parfois même, quand ça devient très compliqué, ben vous dites tout simplement, je vais carrément arrêter là-dessus, je vais commencer à redévelopper l'application. On a beaucoup parlé de ce problème de maintenance. Si l'application est mal conçue, s'il est mal développé, généralement, au niveau de la maintenance, ça devient vraiment un cauchemar. Alors ça, c'est généralement les entreprises, ils ont beaucoup souffert à ce niveau-là. Alors l'autre problème qui est posé pour les applications monolithiques, c'est pour le client. Vous avez une livraison en bloc. Ça veut dire que finalement, comme s'il s'agit d'une grande application, c'est que le client va attendre beaucoup de temps pour voir la première version de son application. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que vous avez une grande couche DAO. Ben, vous allez passer 6 mois à développer que les trucs de DAO. Après, vous passez au métier, vous passez encore 6 mois. Et après, le client, il vous dit que je peux voir quelque chose. Vous lui dites, voilà, je suis encore dans le métier. Ah, le métier, écoute, pour le client, lui, il ne veut rien savoir. Je suis toujours dans la couche, je ne sais pas quoi. Mais pour lui, le client, il a besoin de voir quelque chose de concret, de lui livrer quelque chose assez rapidement. Comme ça, il est rassuré. Et le problème encore, c'est que vous passez 6 mois, 1 année, et le jour où vous allez décider de livrer au client le produit final, mais après le client vous dit, en fait, c'est pas ce que je voulais. C'est-à-dire l'expression du besoin, au moment de l'expression du besoin, on n'a pas fait attention à un certain nombre de choses, et du coup, donc, le problème devient très grave. Ça, c'est un problème que vous connaissez déjà. Alors, ça, c'est vous voyez, donc, ici, c'est quelques problèmes classiques qui sont posés pour les architectures basées sur les applications monolithiques. Et ce que vous avez ici donc, dans la présidence, c'est des applications monolithiques. Parce que généralement, c'est des applications qui regroupent un ensemble de fonctionnalités. Alors maintenant, on va essayer de voir avec les approches microservices. C'est quoi un microservice? Sur quels concepts sont basés sur ces microservices? Alors, les microservices, donc c'est une approche d'architecture qui consiste à développer une application composée d'un ensemble de petits services. Bon, l'idée principale, c'est quoi? C'est très simple. C'est que vous prenez un grand problème, vous allez le découper en de petits problèmes, si vous voulez, en de petites parties, vraiment des parties minuscules. Et chaque petite partie de votre problème, vous réalisez une application indépendante. Alors, cette application indépendante, qui est petite généralement, c'est ce que nous appelons un microservice. Ça, c'est l'idée principale. Alors, ça veut dire, par exemple, si vous êtes dans votre cas, vous voulez créer une application qui permet de gérer les étudiants, les inscriptions, les modules, les filières, je ne sais pas quoi, c'est énorme quand même. L'un des problèmes difficiles vraiment à implémenter, c'est le problème de la gestion du système universitaire comme l'enseignement, les emplois. C'est très compliqué. Hein. Alors après, si vous êtes dans l'approche microservice, vous allez dire, voilà, donc je veux gérer les étudiants. Vous allez créer un microservice pour gérer que les étudiants.
l'entité étudiant. Inscrire un étudiant, consulter, tout ce qui concerne l'étudiant, donc je vais créer une application. Les filières, un microservice. Le personnel, plutôt la gestion des ressources, un microservice. Quand je dis un microservice, ça veut dire que l'idéal, et ça peut vous apparaître un peu en fait, bizarre, parce que dans l'approche microservice, quand vous avez une base de données qui contient une centaine de tables, ça vous arrive. Bon, vous mesurez l'ampleur de l'application avec le nombre de tables, n'est-ce pas? Parce qu'une table, c'est une entité qui gère des données. Alors, chaque table, un microservice. Alors, maintenant, ça c'est l'idéal. Alors, sauf que pour mettre en œuvre cette approche-là, parfois c'est un peu, on n'a pas les moyens de mettre en œuvre ce genre d'architecture. Et du coup, donc, dans un microservice, on peut par exemple prendre un ensemble d'entités qu'on va regrouper dans le même microservice. Et dans ce cas-là, c'est toujours un microservice. Mais si vous voulez, le niveau de granularité, la manière de découper l'application, généralement, ça peut aller de un microservice par entité, c'est la granularité la plus faible, jusqu'à carrément un microservice pour toute l'application. Et dans ce cas-là, ça devient monolithique. Donc, et malgré ça, c'est un microservice parce qu'il est basé sur les concepts de développement des microservices. Mais généralement, quand ça devient une application monolithique, donc forcément, vous perdez les avantages, bien sûr, d'une application basée sur les microservices. Donc ça, on va voir tout à l'heure quelques exemples. Alors, d'abord, donc chaque microservice, il est responsable d'une fonctionnalité. Chaque microservice, il est développé, testé indépendamment des autres. Ça, c'est un avantage. C'est que maintenant, vous avez plusieurs équipes de développement dans une entreprise. Et du coup, donc, chaque équipe, chaque personne, ou bien chaque équipe, va s'occuper d'un microservice. Et l'équipe qui va développer le microservice, il n'a pas besoin forcément d'utiliser les mêmes technologies qui sont utilisées par les autres équipes. C'est-à-dire, vous développez le microservice d'une manière indépendante. Vous êtes, par exemple, ici 8 personnes. Chacun d'entre vous va développer un microservice. Vous travaillez avec une seule entité, c'est une petite application. Vous la développez. Une fois que vous la développez, vous la démarrez dans une machine quelque part. Et chacun d'entre vous va démarrer son application. Mais après, au final, grâce à le concept de l'orchestration des services, finalement, on a développé beaucoup de petites applications. Mais finalement, si je regroupe toutes ces petites applications, ça devient une grande application. Ça, c'est l'idée principale. Alors, chaque microservice, donc au niveau des technologies, maintenant, le problème ne se pose plus parce que chaque microservice peut être développé avec une technologie. Alors, il y en a, par exemple, maintenant, la manière de découper le projet. Alors, quand vous découpez le projet, vous dites, cette partie du projet-là, je vais la développer avec Java. Pourquoi? Parce que cette partie-là, j'ai déjà un framework que je maîtrise déjà, qui est basé sur Java, et qui fait l'affaire. Par exemple, j'arrive à une autre partie, je dis, cette partie-là, donc, fait du temps réel. Ben, pour le temps réel, donc, je vais choisir Node.js parce que lui, il est basé sur ce concept, par exemple, du temps réel. J'ai par exemple une partie dans laquelle j'ai la partie d'apprentissage, machine learning, deep learning, je ne sais pas quoi. Ben, je vais dire, je vais utiliser Python. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai déjà une librairie qui est connue, qui est utilisée dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est basée sur Python, donc je vais utiliser Python. Encore, j'ai une partie que je vais développer avec PHP. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des librairies qui permettent de faire la gestion des images, tout ce qui est le multimédia, tout ce qui est les composantes que je vais utiliser dans l'application. C'est quoi l'idée principale? L'idée principale, c'est de tirer profit le maximum d'une technologie. Alors, maintenant, quand on est une grande entreprise, c'est que j'ai plusieurs équipes. Et quand j'ai plusieurs équipes, et bien, tout simplement, je peux facilement dire, voilà, chaque équipe peut utiliser une technologie. Et généralement, ce qui fixe la technologie, c'est quel framework à utiliser. Parce qu'on va toujours se baser sur la notion de framework. Et si vous voyez que dans un domaine précis, vous avez déjà un framework qui est déjà connu par ses performances, c'est la preuve qui va vous guider à choisir la technologie.
Alors, si vous regardez une application comme Facebook, par exemple, parce qu'en fait, les premiers qui ont implémenté l'approche basée sur les microservices sont les géants du web, notamment Facebook, Amazon, Google, Alibaba, pratiquement. Alors, quand vous regardez une application comme Facebook, parce qu'on me pose toujours la question comme ça, Facebook, il est développé en PHP. Moi, Facebook, il est développé en je ne sais pas quoi. Mais c'est impossible de dire que Facebook est développé en PHP. Parce que derrière Facebook, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, je vais y revenir tout à l'heure, derrière Facebook, il y a des centaines et des milliers de petites applications. C'est des microservices. C'est-à-dire ce qui se passe derrière, c'est beaucoup de microservices. Et après, chaque microservice, il est développé par une équipe qui se trouve quelque part. Il utilise une technologie, il y a du Java, il y a du Python, il y a des C++, il y a toutes les technologies derrière sont utilisées. Bien sûr, peut-être qu'il y a une technologie qui est utilisée plus que les autres, mais en tout cas, derrière, il y a un ensemble de microservices. Et après, par la suite, l'utilisateur, pour lui, quand il accède à la partie, tout ce qu'il voit, il voit la partie front de l'application. Et à chaque fois qu'il y a un microservice qui est développé quelque part, qui est démarré, pour l'utilisateur, il y a un lien qui apparaît, il y a une petite partie qui apparaît dans l'application qui lui permet de faire ça. Mais généralement, quand vous avez l'interface de Facebook, quand vous cliquez sur un lien, vous faites appel à une fonctionnalité quelque part. Mais cette fonctionnalité, généralement, c'est un microservice quelque part qui va exécuter cette fonctionnalité. Avec ce genre d'approche, généralement, on arrive à réaliser des grandes applications. Mais si vous dites, par exemple, à Amazon de faire l'application d'Amazon, de la faire fonctionner sous forme d'une seule application monolithique, ça ne marchera jamais. Ils ont déjà essayé, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué. Alors, il dit quoi donc, ça c'est juste une idée. Alors, autre avantage, c'est que chaque microservice tourne dans un processus séparé. C'est-à-dire que c'est des petites applications qui sont séparées. Si une application bloque, c'est un microservice bloque, il ne va pas influencer les autres. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité qui ne va pas bloquer une autre fonctionnalité. Ça, c'est Alors maintenant, après, ce qui reste, vous avez maintenant un ensemble d'applications qui sont distribuées, mais après, le problème, c'est qu'il faut les faire communiquer. Maintenant, comment gérer cette communication? Alors, pour faire fédérer ou bien pour faire communiquer les applications distribuées, on utilise donc des technologies qui sont déjà connues, ce qu'on appelle les middleware, parmi lesquels donc, il y a les protocoles, les web services, notamment SOAP, REST, RMI, Corba, GMS, AMQP, la liste elle est longue. Tout à l'heure, je vais vous parler de quelques exemples. Mais dans la majorité des cas, donc vous allez trouver REST. REST, c'est-à-dire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est HTTP JSON. J'envoie une requête, un microservice envoie une requête HTTP à un autre microservice. Qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère les données au format JSON. Ça, c'est la base de REST. Mais ça peut être également SOAP. Dans ce cas-là, les données échangées, c'est des données au format XML. Mais encore, ça peut être d'autres protocoles. Tout à l'heure, je vais vous parler de deux modes de communication, le mode synchrone et asynchrone. Alors, quand vous combinez donc l'ensemble des microservices, donc vous obtenez donc des applications plus complexes. Alors, d'autres avantages des microservices, c'est d'abord ils sont faiblement couplés. C'est-à-dire que pour pouvoir, un microservice peut toujours faire appel à un autre microservice. Et pour cela, il n'a pas besoin de savoir ni avec quelle technologie il a été développé, il n'a pas besoin de savoir quelle est l'interface dont il doit disposer, quelle est la librairie dont il doit disposer pour communiquer avec. Non. Tout simplement, un microservice, il peut toujours communiquer avec un autre microservice, tout simplement en communiquant via des API, parmi lesquelles il y a l'API REST. Donc, si je suis capable d'envoyer une requête HTTP vers quelque part, je peux faire appel à un microservice. Il dit que donc l'aspect communication, vous avez ce qu'on appelle un couplage faible. Alors, indépendance relative entre les différentes équipes, donc ça j'en ai déjà parlé. Et après, vous avez donc facile à développer, à tester, à déployer. C'est parce que c'est une petite application, c'est plus facile à développer, c'est plus facile à tester, c'est plus facile à déployer, et c'est plus facile à maintenir. Donc, quand vous allez maintenir une application, ça ne va pas obliger d'arrêter les autres applications pour redéployer le tout, mais c'est un microservice, donc je le développe d'une manière séparée. Alors, l'approche microservice, donc c'est une approche qui s'apprête bien
avec d'abord les méthodes agiles, donc ça vous en connaissez. Donc l'idée principale, parce que dans les méthodes agiles, l'idée principale c'est que vous développez un grand projet sous forme d'un ensemble de sprints. Hein. Et pour chaque sprint, rapidement, donc au bout de par exemple une semaine, 2 semaines ou un mois, vous revenez vers le client. C'est-à-dire au final, au lieu d'attendre comme le cas de l'approche basée sur le processus de développement en cascade, que vous avez peut-être déjà utilisé, dans le processus de développement en cascade, on passe par les approches classiques, l'analyse d'abord. Il faut analyser, passer un mois pour analyser, passer ou bien 2 mois, passer à la conception, et après passer à la conception détaillée, le développement, les tests, n'est-ce pas? Vous passez beaucoup de temps d'une étape à l'autre. Le problème, c'est que quand vous arrivez dans un stade avancé, par exemple, quand vous êtes en train de faire les tests d'intégration, ou bien quand vous allez livrer au client, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui a été mal fait au niveau de l'analyse. Il y a quelque chose qui a été mal fait au niveau de la conception. Et du coup, donc, ça devient très compliqué de revenir en arrière. On ne peut plus modifier parce que si vous revenez vers le dossier de spécification, si vous changez, tout simplement, ça va changer le tout. Donc ça, c'est ce que nous appelons l'effet tunnel. Quand vous êtes engagé dans un tunnel, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Bon, ça, c'est l'un des grands problèmes qui sont posés dans l'approche plutôt développement en cascade. Alors, ces dernières années, donc ça vous le savez, donc dans les méthodes agiles, l'idée principale, c'est que il faut toujours faire l'application en plusieurs itérations et à chaque fois, on revient vers le client. On va lui livrer quelque chose, on teste, et on passe à l'itération suivante. Et du coup, quand vous êtes dans l'approche microservice, c'est l'idéal. C'est-à-dire que vous développez un microservice. Par exemple, je suis dans par exemple, université. Je veux informatiser pas mal de choses. Je crée par exemple un microservice qui permet de gérer les étudiants, inscrire les étudiants, consulter la liste des étudiants, etc. Je vais la développer rapidement, je vais la déployer. Et quand je la déploie, le client il est déjà en train d'utiliser ce service. Ça veut dire que le client il est déjà en train d'inscrire les étudiants alors que je n'ai pas encore développé le reste. Donc j'ai livré quelque chose et après je vais passer par exemple à l'étape suivante. Et après si vous avez plusieurs personnes qui travaillent en même temps, tout simplement le déploiement, c'est-à-dire le client il reçoit au fur et à mesure et dit donc et en même temps il y a le retour du client. C'est-à-dire à un moment donné quand il y a un problème, on agit sur le microservice qui va permettre de garantir la réussite du projet. Parce qu'en fait, dans cette approche-là, c'est un peu ça. C'est bon? Alors, il y a également donc, il y a dans l'approche basée sur les microservices. C'est une approche qui s'apprête bien avec le processus de développement généralisé qui est connu par TDD. Alors, TDD, ça veut dire quoi? Test Driven Development. C'est le développement piloté par les tests. Le développement piloté par les tests. Alors, juste si vous ne connaissez pas donc ce type de développement, je vais juste vous l'expliquer rapidement. Le développement piloté par les tests, ça veut dire quoi? Dans ce processus-là, ça veut dire qu'on va développer les tests unitaires en premier lieu. Parce que dans le développement classique, qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises. C'est que vous êtes un développeur, vous êtes dans une entreprise. On vous demande de développer une classe, n'est-ce pas? Vous créez une classe avec des traitements. Et après, on vous demande de développer un test unitaire. Et le test unitaire, c'est une classe également qui permet de prouver que ce que vous avez fait est correct. Je vous donne juste un petit exemple. Je crée par exemple une classe qui permet de faire la somme de deux nombres. La somme de deux nombres. C'est très simple. Vous créez une classe calcul dans laquelle vous mettez une fonction somme, vous lui donnez deux paramètres A et B, et vous dites return A plus B. Bon, ça, vous l'avez fait. Vous êtes convaincu que ça marche, parce que c'est simple. Mais dans le génie logiciel, il faut le prouver. Et pour le prouver, il faut créer un test unitaire. Et dans le test unitaire, vous allez utiliser un framework comme par exemple JUnit, c'est un framework qui est connu. Vous allez créer une classe dans laquelle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez instancier la classe calcul, vous allez créer une instance. Vous dites A égale à 5, B égale à 8. Supposons que A égale à 5, B égale à 8, parce que vous connaissez déjà le résultat préalable. Vous appelez la méthode somme, vous lui donnez A et B, il vous retourne un résultat. Et vous dites si ce résultat égale à 13,
ça veut dire que le test a réussi. S'il est différent de 13, ça veut dire que le test a échoué. C'est le test unitaire. Donc, l'ingénierie logicielle, toutes les fonctionnalités développées, on doit leur créer des tests pour question de qualité logicielle. Alors maintenant, le problème, le processus comme ça, qui est posé pour les entreprises. Les développeurs, généralement, ils se plaignent. Pourquoi? Parce que parfois, vous allez passer 2 jours ou 3 jours à développer une classe. Vous êtes déjà convaincu que ça marche parce que vous l'avez testé de votre propre manière. Mais pour créer le test unitaire, parfois ça vous prend plus de temps que vous avez passé pour développer la fonctionnalité elle-même. C'est-à-dire, si vous cherchez la qualité, vous avez développé quelque chose et vous passez plus de temps à développer le test unitaire. Et comme parfois il y a problème de pression, les livrables, il faut livrer dans 6 mois, etc. Donc il y a la pression globalement. Et après, on commence à ignorer les tests unitaires. Il y a beaucoup de tests unitaires qui ne sont pas faits. Et là, je l'ai parce qu'on a des délais ou des deadlines, etc. Il dit que donc au final, quand on est dans cette approche-là, soit que les tests unitaires ne sont pas faits, parce que le chef de projet il fait confiance au développeur. Est-ce que tu es sûr que ça marche? Oui, je suis. Généralement, ce n'est pas suffisant. Oui. Donc, il faut le prouver. Il dit que donc, quand vous êtes dans cette approche comme ça, à un moment donné, vous allez livrer un projet. Peut-être qu'il va marcher au début, mais le problème, après, quand vous arrivez vers des problèmes qui apparaissent, vous voulez maintenir, quand vous faites une modification, il n'y a aucun moyen pour savoir si la modification que vous avez faite ne va pas engendrer des problèmes dans les autres. Parce que seuls les tests unitaires qui vont vous permettre de dire est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Il dit que donc vous avez livré un logiciel de mauvaise qualité. Alors, pour éviter ce problème, il y a un processus de développement logiciel qui s'appelle Test Driven Development, le développement piloté par les tests, dans lequel le principe c'est quoi? C'est test first, c'est-à-dire développer d'abord les tests unitaires. Alors, autrement dit, avant même de développer les classes, l'application, on va d'abord développer les tests unitaires. Autrement dit, vous dites je veux créer une application qui permet de réaliser les fonctionnalités A et B. Vous avez un cas d'utilisation use case, vous dites ça permet de réaliser A et B. Donc, au moment de la rédaction des besoins fonctionnels, je vais créer un test unitaire qui permet de vérifier comment vérifier la fonctionnalité A. Et je vais créer un test unitaire qui permet de montrer comment vérifier la fonctionnalité B. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que vous créez un test unitaire pour tester une classe qui n'existe pas encore. N'est-ce pas? Alors, mais le développeur, lui, par la suite, quand vous êtes dans le développement, qu'est-ce que vous lui dites? Créez-moi une classe qui permet de réussir ce test. Et le développeur, lui, il n'a plus besoin de... Enfin, c'est plus à lui de créer les tests unitaires. Il crée la classe, il fait exécuter le test unitaire. Si ça passe, ça veut dire que ce qu'il a fait est correct. Alors, quand on est dans cette approche-là, c'est qu'on est en train d'utiliser l'approche Test Driven Development. Le développement piloté par les tests. À l'avantage. Premièrement, on est sûr que tous les tests unitaires sont réalisés. C'est-à-dire, au moment des spécifications du besoin, avant même de commencer à développer, on a déjà développé les tests unitaires. Deuxièmement, c'est pour les développeurs, au niveau psychique, il y a une motivation, il y a un objectif à atteindre. C'est qu'un développeur, quand vous lui dites crée-moi quelque chose qui va réussir un test, pour lui, il a un objectif, il fait son truc jusqu'à ce que le test réussisse, donc son travail est terminé. C'est comme si vous mettez quelqu'un, vous lui mettez une barre, et vous lui dites de sauter. Alors quand vous mettez une barre et vous lui dites de sauter, il y a un objectif. Généralement, les gens sont motivés pour franchir l'obstacle. N'est-ce pas? Psychiquement, ça marche. Mais si vous lui dites de sauter alors que vous ne mettez pas de barre, c'est la même chose. En fait, l'approche TDD, donc il a été fait de façon à justement inverser pour garantir la qualité de logiciel. Mais tout ça, c'est quelque chose de très beau à entendre. Mais si vous voulez mettre en œuvre l'approche TDD dans un projet monolithique, c'est très compliqué. Vous avez une grande application, beaucoup de fonctionnalités, et développer tous les tests unitaires des fonctionnalités avant de développer, c'est très compliqué. Mais par contre, si vous êtes dans l'approche microservice, c'est très simple. Si vous voulez adopter l'approche TDD dans les microservices, parce que vous avez des petites applications, c'est très simple. Pour chaque petite application, je crée le test, je développe, je teste, etc. Ça passe. Voilà. Alors maintenant, donc ça c'est les concepts. Alors je vais passer maintenant à la partie technique.
Maintenant, on va rentrer dans l'aspect technique. Comment mettre en œuvre les microservices. Donc maintenant, techniquement parlant, un microservice, donc c'est une petite application, exactement comme une application monolithique. Alors, sauf que dans un microservice, vous avez une petite couche DAO, parce que vous avez une seule table à gérer généralement, c'est dans le cas idéal. Vous avez une petite couche métier, parce que vous avez quelques, ouais, 2 ou 3 fonctionnalités. Ajouter un étudiant, chercher un étudiant, éditer, supprimer. Vous avez également un petit web service qui permet de gérer l'entité. Donc, c'est comme si vous prenez l'application monolithique, vous allez la découper verticalement. Vous découpez comme ça. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir plusieurs petites applications. Et donc, techniquement, on peut dire que un microservice, c'est une petite application qui a sa propre couche métier avec quelque peu de fonctionnalités. Il y a une couche notamment data. Ça veut dire que chaque microservice peut avoir sa propre base de données. Dans l'approche microservice, on est dans l'ère du big data, c'est que chaque microservice peut avoir sa propre base de données dans laquelle il stocke les données. Comme je peux avoir un ensemble de microservices qui utilisent la même base de données, comme je peux avoir tous les scénarios possibles. Et après, vous avez les services. Il vous faut communiquer maintenant avec les autres microservices. Et pour communiquer avec les autres microservices, donc vous avez besoin de mettre en place soit un web service, par exemple basé sur SOAP ou bien REST, encore un service RMI ou bien d'autres technologies, parce que les technologies de distribution, donc ils sont ils existent. Je montre juste un exemple ici. Pour les gens qui ont en fait suivi la formation l'année dernière, on a déjà vu un exemple à la fin, un client qui peut avoir plusieurs comptes, et un compte peut subir plusieurs opérations. Et après, on avait développé cette application en une seule application. Et si vous voulez utiliser l'approche microservice, je peux par exemple créer un microservice uniquement pour gérer les clients. Il y a un microservice pour gérer les comptes. Il y a un microservice pour gérer les opérations sur ces comptes. Ça, c'est dans l'approche microservice, je peux faire ça. Et dans ce cas-là, par la suite, quand vous avez au lieu d'avoir une seule application, vous avez combien d'applications? Trois applications. Et sachez que la manière de faire communiquer les applications, les microservices peuvent communiquer, c'est comme si les applications se trouvent dans la même, plutôt les microservices se trouvent au sein d'une même application. Alors pourquoi? Parce que vous avez donc des protocoles de communication. Par exemple, si vous prenez REST, ça veut dire HTTP JSON. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratiquement résolu. Le microservice client, je peux le développer avec une technologie, PHP, ou Java, ou Python, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de problème. Donc, on ne va pas quand même changer les langages juste pour changer. On change pour une contrainte particulière. L'autre avantage, c'est que quand vous regardez, tout à l'heure, Issam, il a parlé de problème de montée en charge. Parce que c'est un grand problème pour les applications. Quand vous voyez, quand vous dites monter en charge, vous développez une grande application et après, vous avez ici donc le microservice client, le microservice compte, le microservice opération. Quel est le microservice qui va subir plus de charges? Alors, autrement dit, ici donc, logiquement, c'est les opérations, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour, par exemple, créer des nouveaux clients, vous ne créez pas des clients chaque seconde, n'est-ce pas? Vous ne créez pas des comptes, on va dire, chaque seconde. Mais par contre, versement, retrait, virement, tout ça, c'est le microservice. C'est-à-dire, quand vous regardez dans votre architecture, le microservice qui va subir plus de charges, c'est ce microservice, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, au niveau du déploiement, celui-là, je le déploie en une seule instance, celui-là, je le déploie en 2 instances, et celui-là, je vais le déployer en 5 instances. C'est-à-dire ici, donc, au niveau de montée en charge, je ne suis plus obligé de gérer toute une grande application. C'est-à-dire, en fonction du microservice qui va subir la charge, c'est lui que je vais déployer en plusieurs instances. Donc ça, on va essayer de voir. C'est bon? Alors, maintenant, juste le problème maintenant que vous posez, qu'il faut savoir également techniquement, c'est que vous avez plusieurs microservices qui communiquent
Et pour les faire communiquer, ces microservices, donc il faut utiliser ce qu'on appelle des middleware, des technologies de distribution. Alors, parmi les modèles de communication, c'est-à-dire quand vous faites communiquer ici des applications distribuées, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux modes de communication. Il y a le mode synchrone et asynchrone. Donc, je vais juste vous donner une idée. Et pour chaque type de modèle de communication, quels sont les middleware qui sont utilisés. Alors d'abord, pour un modèle de communication asynchrone, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un service A, une application A qui veut communiquer avec l'application B, qui sont distribuées dans de machines différentes. Alors d'abord, la première des choses, c'est que le service, si le service B n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. Bien d'accord, dans le mode de, synchrone, c'est-à-dire si le service B s'arrête, ça veut dire que le service A ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le service A dépend du service B. Donc, il faudrait que le service B soit démarré. Deuxième, si oui, c'est-à-dire si le service B est disponible, donc le service A va d'abord envoyer une requête vers le service B, il lui envoie une requête pour lui demander un traitement, mais en attendant la réponse, le service A est bloqué. C'est-à-dire les appels dans le synchrone, c'est des appels bloquants. Je fais appel à un service B, mais si le service B prend beaucoup de temps à répondre, c'est que le service A, il va croiser les bras, il va attendre jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse. Une fois qu'il reçoit la réponse, ben, tout simplement, il peut faire les traitements. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le modèle de communication asynchrone, ça suppose que vous avez tous les microservices sont disponibles. La disponibilité, elle est importante à ce niveau-là. Alors, quels sont les modèles utilisés pour faire la communication asynchrone? Bon, pour les gens qui travaillent uniquement avec des applications Java distribuées, il y a un middleware qui s'appelle RMI, Remote Method Invocation, qui est utilisé pour faire la communication entre les applications Java. Une application Java peut communiquer avec une application Java très simplement en utilisant RMI. Alors, à l'époque, dans les années 90, pour faire communiquer des applications basées sur des langages différents, des technologies différentes, il y avait un middleware qui s'appelait Corba. Corba, il était utilisé pour faire communiquer des applications multilangages et multiplateformes. Mais après, Corba, c'est quelque chose de lourd à mettre en œuvre. Après, il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples. Et les solutions, c'est tout simplement qui sont basées généralement sur le protocole HTTP. Et principalement, l'utilisation du protocole REST, SOAP via HTTP. Parce qu'en fait, SOAP over HTTP, c'est quoi? C'est échanger des messages XML en utilisant le protocole HTTP. Ou bien REST over HTTP, ça veut dire échanger des messages, disons formalement, principalement, Alors, quand vous êtes dans ces modèles-là, c'est que généralement, vous optez pour le modèle de communication synchrone. Mais il existe également un autre modèle de communication asynchrone. Il y a parfois des parties de l'application qui nécessitent, au lieu de faire une communication synchrone, il faut faire appel à un modèle de communication asynchrone. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un service A qui veut communiquer avec un service B. Et pour communiquer, on va passer via un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle un broker. Un provider ou bien un broker. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que un service A, pour qu'il puisse communiquer avec un service B, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement établir une connexion vers un broker, un serveur qui est fait pour assurer ce genre de messagerie. Ensuite, le service A va envoyer un message. Le service A va envoyer un message vers le provider, le broker. Le provider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder si le service B est connecté, s'il est connecté, il va lui délivrer le message. C'est ce que vous faites avec les SMS. Exactement. Quand vous envoyez un SMS, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un SMS vers une personne, n'est-ce pas? Mais finalement, votre SMS, il va où? Il va vers le provider du Maroc, de l'opérateur télécom, n'est-ce pas? Alors, le provider de l'opérateur télécom, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder si le destinataire est disponible, il va lui délivrer le message. S'il n'est pas disponible, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que le message, il va le garder dans une file d'attente, dans le broker. Donc, ce qui fait, même si le destinataire n'est pas disponible, ça ne va pas empêcher A à envoyer le message. Qu'est-ce que je fais? J'envoie le message à B, mais j'ai la garantie que mon message va arriver à
destination. Je ne suis pas bloqué parce que je peux passer à autre chose. Je fais autre chose en attendant de recevoir la réponse. Et dès que l'objet B va répondre, il va répondre de la même manière. C'est-à-dire, il envoie le message, ben, le message il va être envoyé vers le broker et après le broker va délivrer le message. Alors maintenant, ça c'est tellement très très important dans les architectures d'entreprise parce que dans la majorité des cas, les entreprises ont toujours besoin d'utiliser un broker qui va permettre de faire communiquer les applications. La meilleure solution pour faire communiquer des applications distribuées, c'est d'utiliser un modèle de communication asynchrone. Toute la communication elle est centralisée, il passe via un rond-point, en quelque sorte, et ce rond-point, c'est ce broker. Alors, au niveau technologique, il existe des solutions qui sont connues. Parmi les brokers les plus utilisés, principalement, il y a RabbitMQ. Donc, ça, c'est un broker qui est très connu. RabbitMQ, donc, il est utilisé donc, pour faire communiquer les applications. Au niveau performance, c'est pratiquement, en tout cas, les grandes entreprises financières, généralement, ils utilisent des brokers comme basés sur RabbitMQ. Il y a ActiveMQ, HornetMQ, WebSphereMQ, etc. Donc, il y a plein de brokers qui sont faits et qui sont utilisés pour faire communiquer les applications. Alors maintenant, les protocoles qu'il faut connaître. Bon, généralement, les brokers utilisent des protocoles comme par exemple TCP classique. Il y a des protocoles AMQP, STAMP, MQTT. Alors en tout cas, MQTT pour le cas des applications basées sur l'Internet des objets. Parce qu'en fait, dans le IoT, vous avez beaucoup d'objets connectés. Et après, les objets connectés, pour qu'ils communiquent généralement, ils communiquent via des protocoles comme MQTT. Alors maintenant, l'objectif vraiment, ce n'est pas de rentrer dans ces détails, mais c'est de savoir tout simplement que pour faire communiquer des microservices, en principe, vous avez deux modèles. Il y a le modèle synchrone et le modèle asynchrone. Le modèle asynchrone, ça ressemble aussi des règles d'organisation qui communiquer que maintenant une application la communique, elle doit passer par la zone d'échange. Exactement, exactement. Ça c'est le meilleur, exactement. Alors en principe, l'avantage ici, c'est que vous centralisez pratiquement toute la communication entre les applications. Et après, il y a une garantie. Hein, le serveur, il est déployé généralement dans un cluster qui garantit que la communication va se faire. Il y a de la disponibilité, mais c'est des serveurs qui sont faits pour ça. Et en même temps, pour les intégrer dans les applications, c'est quelque chose de très simple. Vraiment, ce n'est pas assez compliqué. Et tous ceux qui travaillent dans le domaine des applications distribuées, l'IoT, les systèmes distribués, les technologies d'une manière générale, souvent, ils utilisent un broker. Alors pour vous, peut-être pour faire la différence, quand vous travaillez avec votre téléphone, pour communiquer avec quelqu'un, c'est quel modèle de communication? Vous êtes ici. Pourquoi? Parce que si vous voulez parler à quelqu'un, si la personne n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. Ben, il y a des gens qui m'appellent depuis tout à l'heure, il n'y a pas de communication parce que je... Donc ça c'est l'inconvénient, c'est que, alors que si vous voyez que par exemple il y a une personne n'est pas, c'est-à-dire ne répond pas, ben, vous lui envoyez un message. C'est très important parce que quand vous envoyez, vous êtes ici en classe, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui envoient des messages. Vous suivez un cours. En une fraction de seconde, vous envoyez un message à quelqu'un. Vous n'êtes pas bloqué. Vous lui envoyez le message et vous suivez votre séminaire. Pourquoi vous suivez vous? Premièrement, parce que vous avez la garantie que votre message va arriver à la bonne personne, qu'il soit disponible ou pas. Et vous avez également la garantie que quand la personne vous répond, vous allez recevoir une notification. Et dès que vous recevez la notification, vous regardez encore, rapidement vous lisez la réponse et vous passez à autre chose. Donc au niveau performance, le meilleur modèle de communication, c'est le modèle de communication asynchrone. Mais si vous voulez implémenter le modèle de communication asynchrone dans toutes les parties de l'application, c'est encore plus compliqué. Donc ce qui fait que, généralement, on va combiner entre les deux. Il y a une bonne partie du REST et d'autres protocoles, et forcément, il y a des parties dans lesquelles on a besoin de faire ça. Bon, alors juste maintenant, avant juste de prendre la pause, maintenant je vais parler de l'orchestration. En fait, on a parlé de c'est quoi l'idée de microservices. Alors pour faire l'orchestration des microservices, regardez bien. Alors, d'abord, vous allez
On a besoin de développer des microservices. Par exemple, dans le cas ici, j'ai un microservice qui permet de gérer des sociétés. Un microservice qui permet de gérer des sociétés qui a sa propre base de données. Mais ce microservice-là, je vais le déployer en deux instances. Je le déploie dans une machine 1 et je le déploie également dans une autre machine. C'est-à-dire vous le déployez en deux instances, c'est juste pour des problèmes de montée en charge. J'ai un microservice qui permet de gérer des ordres de ces sociétés, par exemple en bourse, les ordres d'achat ou bien de vente, que je déploie en deux instances. Donc logiquement, ces microservices peuvent être développés par des équipes indépendantes. Chaque équipe développe un microservice, il est déployé quelque part dans une machine. Alors maintenant, quand vous démarrez le microservice dans une machine, le microservice, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter vers un microservice spécial qui est ce qu'on appelle le service d'enregistrement. Alors c'est quoi le rôle de ce service d'enregistrement? C'est d'enregistrer la localisation du microservice. Autrement dit, le microservice, quand il va se connecter vers ce service d'enregistrement, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner le nom du microservice, son nom. Par exemple, ici, il s'appelle ordre service. Il va lui donner l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse IP dans la machine où il est démarré. Et il va lui donner le numéro de port. Parce que si je connais l'adresse IP et le port, je peux communiquer avec le microservice. C'est deux informations techniques qui vont être enregistrées ici. Donc finalement, tous les microservices qui démarrent, ils vont s'enregistrer dans un microservice d'enregistrement. Donc ça veut dire que le microservice d'enregistrement, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une table de 3 colonnes. La première colonne, c'est quoi? C'est le nom du microservice, l'adresse IP, le port. Si le microservice est déployé en plusieurs instances, dans plusieurs machines, je trouve par exemple le nom du microservice, c'est société service, l'adresse IP, le port. Société service, l'adresse IP et le port. Ça veut dire que j'ai la possibilité de faire appel à l'une de ces instances. Ça, c'est le premier microservice. Le deuxième microservice qui fait partie donc de cette architecture, c'est le service de configuration. Alors, quand vous êtes dans une approche microservice, vous avez plusieurs applications distribuées. C'est très difficile de créer un fichier de configuration pour chaque application. Si vous voulez reconfigurer les applications, si chaque application microservice, vous avez son fichier de configuration, c'est très compliqué à gérer. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Il y a un service qui va centraliser la configuration. Toute la configuration des microservices, il va être centralisé dans un service de configuration. Alors, autrement dit, quand le microservice démarre, la première des choses qu'il va faire, il va d'abord se connecter vers ce microservice pour chercher sa configuration. Ben, il dit que donc tous les microservices, leur configuration, elle est là. C'est quoi l'avantage? L'avantage, si je veux reconfigurer un microservice, ben, il suffit de le faire dans cette application ici. Je modifie un paramètre de configuration. Ce microservice, il va diffuser la config vers le microservice. On n'a pas besoin de redémarrer les microservices. Donc à chaud. Donc je reconfigure les microservices à chaud. Je peux reconfigurer. Automatiquement, tous les microservices vont recevoir la config. Ça, c'est une composante également qui est importante au niveau de l'orchestration. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ben, il vous faut maintenant, pour votre application, tout à l'heure j'ai parlé d'une application Facebook, mais quand vous envoyez vos requêtes ils vont où? Ben, ils vont vers ce qu'on appelle un service proxy. Il y a un microservice proxy. C'est quoi le rôle de ce microservice? Regardez bien. Vous avez un client HTTP, par exemple, un navigateur web ou bien une application mobile, qui va envoyer une requête. Par exemple, il veut faire appel à un service société. Dans la requête, je veux appeler une action dans le service société. Donc, ça veut dire que quand j'envoie ma requête, ici, le service proxy, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il reçoit la requête. Et dans l'URL, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le nom du micro. C'est comme si vous tapez http localhost /société service /chercher. Donc, le microservice proxy, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le nom du microservice, donc il connaît le nom du microservice. Donc il a besoin maintenant de savoir où se trouve le microservice. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter le service d'enregistrement, il va lui donner le nom du microservice, et ce service d'enregistrement, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner l'adresse IP et le port, s'il y a une seule instance. S'il y a plusieurs instances, il va lui donner une liste d'instances. Et dans ce cas-là, le microservice proxy, c'est lui, il va tout simplement dispatcher
Cette requête-là, elle va la dispatcher, elle va l'envoyer vers le microservice où il se trouve. Le microservice va faire un traitement, il retourne un résultat et ce service proxy il va retourner le résultat ici. Donc finalement, le microservice proxy ne fait pas des traitements. Lui, il fait qu'un dispatcher. Donc il reçoit la requête, il dispatche vers le microservice. Donc si vous voulez, c'est lui qui fait l'orchestration. Et quand vous avez plusieurs instances, c'est lui qui gère l'équilibrage de charge. C'est-à-dire il joue le rôle du load balancer. C'est-à-dire que si j'ai deux instances, ici, société-service, la première requête, il va l'envoyer vers cette instance, mais la prochaine requête, il va l'envoyer vers cette instance. Alors, je vous montre juste un diagramme de séquence ici qui montre en quelque sorte d'une manière assez claire ce que je viens de dire. Regardez. Donc, j'ai un client qui va envoyer une requête comme ça. HTTP, proxy, société-service / société. C'est-à-dire, je veux consulter la liste des sociétés du service société. Alors, le client envoie la requête, cette requête-là. Finalement, qu'est-ce qui reçoit la requête? C'est le service proxy. Alors, ce service proxy, qu'est-ce qu'il fait? Il va contacter le service d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner le nom du micro-service société. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir l'adresse IP et le numéro de port. Et après, du moment qu'il connaît l'adresse IP et le numéro de port, la même requête, il va l'envoyer vers le service société. Le service société, il va faire le traitement, il va rendre un résultat. Et ce résultat-là, il va être envoyé vers le client. Maintenant, vous envoyez une nouvelle requête vers le toujours service société. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Il récupère la liste. Cette fois-ci, il n'y a pas une seule, il y en a deux. Dans ce cas-là, pour lui, grâce à son système d'équilibrage de charge, la requête, il va l'envoyer vers une autre instance. Parce que cette instance et celle-là, c'est la même chose. Et dans ce cas-là, donc, qu'est-ce que je vais recevoir? Je reçois la réponse. Donc, ça veut dire que même au niveau de l'équilibrage de charge, dans l'approche microservice, quand vous voyez un problème de charge, je vais tout simplement, dans une machine, je démarre le microservice en une seule instance. Et automatiquement, il est pris en charge dans le système. Je démarre. Je n'ai qu'à à démarrer. Sauf qu'au lieu de faire manuellement, dans les architectures basées sur les microservices, il y a des solutions qui permettent de faire l'orchestration. C'est-à-dire que tout ça, c'est automatisé. Et donc, quand vous êtes dans une architecture cloud, généralement, en fonction de la charge, automatiquement, le système il décide d'allouer des machines virtuelles qui démarrent des microservices, mais c'est quelque chose qui est réellement implanté. Donc, c'est par exemple les applications comme Facebook, Google, Amazon, Alibaba marchent tout le temps avec une grande disponibilité parce que derrière, il y a ce mécanisme. Sinon, c'est très difficile de répondre, surtout quand vous avez une application qui demande beaucoup de charge. Alors, juste, voilà. Maintenant, ici, donc, ce que je viens de vous montrer là, ici, il n'y a que du reste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça, c'est une solution qui marche, il n'y a pas de problème. Alors, sauf que quand vous utilisez que du reste, le problème, c'est de la communication synchrone. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un service qui est indisponible, ça peut bloquer tout le système. Et encore, l'autre modèle de communication, c'est quoi? Au lieu de communiquer via REST, ben, j'ai déjà un serveur qui est bien fait pour faire communiquer, ou RabbitMQ, ou bien ActiveMQ. Alors, à chaque fois que je veux communiquer avec un microservice, j'envoie un message. Et mon message, il va être diffusé vers le microservice. Et l'autre microservice, il va répondre de la même manière. Ça veut dire que je peux toujours communiquer, mais cette fois-ci d'une manière asynchrone. Bon, l'avantage, c'est que le modèle asynchrone, donc, il permet de créer des applications non bloquantes. Ça devient plus intéressant. Alors, c'est le cas, par exemple, ici, parce qu'il ne faut pas oublier, regardez, par exemple, ici, vous avez service société. Qu'est-ce qui se passe quand j'enregistre une nouvelle société? Je vais saisir une nouvelle société, je l'enregistre. Là, il fait appel à cette instance. Donc, la société, elle est enregistrée dans cette base de données. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que la même information que j'ai enregistrée là, elle doit être également enregistrée ici. Pourquoi? Parce que si je consulte, par exemple, la liste des sociétés, si c'est cette instance qui va me répondre, lui, il ne sait pas qu'il y a une société qui a été ajoutée. Alors, et du coup, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des situations dans lesquelles, pour ne pas utiliser REST, j'envoie le message vers RabbitMQ et lui, il va les diffuser pour toutes les instances qui ont le même nom. Ben, il dit que donc finalement, quand j'enregistre une société, il passe là et le message il arrive à cette instance, il arrive à cette instance, les deux vont là
enregistré. Ça veut dire que finalement, même la réplication des données, en principe, il se fait via ce processus. Alors, maintenant, j'ai parlé de beaucoup de concepts techniques. La prochaine étape, c'est la mise en œuvre. Donc, oui, exactement, on va faire la pause. Donc, la mise en œuvre, c'est-à-dire on va s'intéresser maintenant, si vous voulez mettre en œuvre ce genre d'architecture, ce que vous allez découvrir, c'est que la quantité de code à écrire, finalement, c'est vraiment tellement réduit que vous pouvez dire que je peux facilement m'y mettre sur le développement de microservices. Alors justement, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, en se basant sur les frameworks Spring Boot, Spring Cloud, et comment mettre en œuvre cette architecture. Voilà, donc on va prendre la pause, d'accord? Et il est quelle heure déjà? Parce que je sais plus, 11h10 minutes. Alors si vous voulez, donc on va... Alors qu'est-ce que vous voulez? On prend un quart d'heure de pause, on revient pour parler des éléments techniques de mise en œuvre et après on va continuer. On va voir l'après-midi comment on va jouer ça.